Alors, ce matin, on nous a dit que 90% de l'information qui existe a été créée dans les 2 dernières années. Et je me dis finalement, la majorité de cette information est soit complètement inutile, inintéressante ou pas importante, soit elle a déjà été racontée. Parce que j'imagine bien que les trucs importants, c'est pas juste dans ces 2 dernières années que ça a été fait. Et une des illustrations que j'ai, c'est que j'étais intervenu dans l'Institut de la radioprotection et de la sûreté nucléaire. Ils voulaient écrire sur leur site web sur le fonctionnement des réacteurs nucléaires. Et alors on a tapé réacteur nucléaire, fonctionnement d'un réacteur nucléaire sur Google. Et on a dans les 200 000 pages qui sont sorties. Et je me dis, pour comprendre comment fonctionne un réacteur nucléaire, je n'ai pas forcément besoin de lire les 200 000 pages. Et ça me rassure plutôt de le savoir. Donc il va bien y avoir un problème de hiérarchie dans l'information. Et j'ai envie de m'adresser plutôt à des étudiants, à l'étudiant moyen, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'étudiant de l'école de mine, et de m'adresser à moi-même étudiant. Et d'après ma fille, ça c'est moi. Je suis un étudiant. Et qu'est-ce qui est, parce que je suis de l'ancien temps. L'ancien temps, c'est quoi ? Eh ben, c'était avant qu'elle naisse, et elle me place à peu près à la même période que le tyrannosaure. Donc je crois qu'elle n'a pas encore trop la notion du temps qui passe. Et donc je vais m'adresser à l'étudiant préhistorique qui avait des vieilles méthodes, et je vais un peu essayer de mettre en parallèle ces histoires de nouvelles technologies et le low-tech, peut-être éventuellement comment on peut les combiner. Alors, les nouvelles technologies, tout le monde en dit du bien, on sait tous ce qu'on a y gagné, ne serait-ce que par rapport au gain de temps, le temps de recherche d'informations. À une époque, il fallait partir dans une bibliothèque, il fallait chercher manuellement des articles, ça prenait un temps fou, et donc on avait évidemment, étant étudiant, un peu la flemme de le faire. D'autant que moi j'étais plutôt un étudiant très feignant, j'avais envie d'apprendre, mais pas du tout de travailler. Donc je cherchais d'ailleurs beaucoup de méthodes pour ça, peut-être que ça m'aurait beaucoup aidé. L'information instantanée, c'est-à-dire que je la trouve vite, elle est là, elle est en temps réel. Et je peux également chercher des informations en dehors de ce qu'on me raconte, parce que c'est finalement facile à faire. Et donc, dans l'Atari, pendant les cours, vous utilisez peut-être vos portables, vos smartphones. Pourquoi ? Parce que vous prenez une diapo d'une slide du cours qui est importante, que vous la retiendriez mieux, par exemple, ou vous allez prendre des notes, du coup, vous n'avez pas besoin de recopier. Et ça, c'est la théorie, ça. C'est-à-dire que quand on a un peu l'habitude de faire des cours et qu'on passe derrière, bizarrement, il y a déjà un tiers des étudiants, quand on regarde ce qu'ils font, voilà ce qu'on voit sur l'écran, rien. On est sur la page de garde, c'est-à-dire qu'ils ont un écran, ils ont fait des trucs, ils tapotent, mais quand on regarde derrière, c'est juste Windows, avec rien. C'est très mystérieux quand même. Si on court vite pour faire le tour des étudiants, c'est-à-dire qu'on se presse un petit peu, on voit plutôt ça. Alors après, on peut dire que c'est pratique, mais ça n'empêche pas que les gens font ce qu'ils veulent. Des fois, il y a aussi des trucs utiles. C'est pas seulement Facebook. Donc, on va acheter ses billets de train, on va organiser ses vacances. Pour certains, les plus motivés, ils vont aller vérifier que l'intervenant, il dit pas un truc différent de Wikipédia, parce que Wikipédia, c'est le plus facile à trouver. Il ne faut pas non plus aller chercher l'information trop précise. Donc, il y a bien une théorie, c'est vachement bien, mais dans la pratique, les gens font beaucoup d'autres choses. Et finalement, un petit problème de l'outil informatique, c'est que on a le même outil pour travailler et pour jouer à Warcraft Online. L'autre jour, j'étais dans une école de commerce, je rentre dans la salle d'à côté parce qu'un peu l'intervenant hurle en anglais, là, je ne sais pas ce qu'il raconte. Je rentre et les 3 étudiants qui sont donc face au prof, mais j'arrive par derrière, sont tous en ligne à se tabasser sur des trucs, des jeux de guerre. Et je me dis, ça doit être vachement efficace. Alors ça, c'est pour l'ordinateur portable, et j'ai développé, comme intervenant, une allergie chronique agressive complètement irrationnelle sur, j'imagine vous le devinez, le téléphone portable, où évidemment, je fais semblant de ne pas appeler. Donc ça, c'est un peu l'aspect négatif de l'apport de ces technologies. Et au-delà de ça, pour la personne apprenante, il y a quelque chose qu'on appelle le paradoxe du choix, c'est-à-dire que même si mon téléphone est posé, même si je ne regarde pas ce qu'il y a dessus, vous avez en tâche de fond, alors ça c'est, si vous voulez avoir du détail sur ce paradoxe du choix, c'est Barry Schwartz qui a fait une conférence TED d'ailleurs, et qui vous dit à tout moment, j'ai peut-être reçu un message là. Et si j'avais reçu un message important ? Et toutes les 5 minutes, je me dis, et là j'en ai peut-être un de message. Et alors,
on a des étudiants, j'en ai laissé un parce que c'était hystérique, il pose son téléphone comme ça, et puis il retourne et regarde. 10 secondes plus tard, et je laisse faire. Et pendant 2 heures, toutes les 10 à 15 secondes, il retourne le téléphone et il le pose. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut bien recevoir d'aussi important qui bouleverse sa vie? Qu'est-ce que c'est quelque chose d'important? C'est, je reçois un truc, je me dis, là, je suis désolé, monsieur, il faut que je sorte, c'est grave. Et il part. Qui est déjà parti parce qu'il a vu un message à cause du message, probablement pas grand monde. Et tout ça, ça vient quand même, d'une certaine façon, de ce que pensent les apprenants de ce qu'ils sont. Ils pensent être des sachets de thé. Pourquoi? Parce que le thé, ça infuse. Donc je suis un sachet dans la bouilloire, là, je suis planqué comme ça, je fais rien, la connaissance infuse, ça arrive tout seul. Si je reste longtemps, je finirai bien par comprendre un truc, même si je fais autre chose. Donc c'est gentil, mais ça ne sert à rien. Donc la première conclusion, c'est que d'abord, il faut travailler pendant la phase de transmission. Et là, je m'adresse plutôt à l'apprenant qu'à celui qui transmet, et pas après. Deuxième version un peu identique de ce que c'est un étudiant, donc ça c'est l'étudiant moyen en général. Le poisson rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être que certains ici vont se reconnaître dans le poisson rouge. On commence une année universitaire, on apprend un tout tas de trucs, on révise bien pour ses examens, vous passez l'examen, vous êtes super fort, vous avez une super note, et 15 jours plus tard, je ne me rappelle plus de rien. Je fais des interventions dans une école d'ingénieurs en biotech, et il se trouve que quand j'ai quitté la recherche, il y avait un type de globule blanc que je trouvais intéressant, avec un mécanisme que je ne connaissais pas, il y avait un certain nombre d'hypothèses, et je leur dis, mais ça marche comment maintenant, puisque je vois qu'ils ont travaillé sur la thématique. Et ils me disent, on a travaillé 3 mois comme des forcenés, on savait tout. Vous nous auriez posé la question il y a 4 mois, on pouvait tout vous dire et tout vous raconter, là on ne se rappelle de rien. Quel bourricot. Ils passent 3 mois à travailler sur un sujet, ils savent tout par cœur, 3 mois plus tard, ils ne savent rien. Et alors, ça va tellement loin que dans une école de commerce, je vois qu'il y a des petits problèmes de calcul mental. Alors à un moment donné, je fais un test idiot, le test le plus crétin, 7 x 8. Comment ça se passe? Les gens sortent les smartphones. Je dis, qu'est-ce que vous sortez le smartphone? Vous avez besoin d'un smartphone pour calculer 7 x 8? Et il y a une personne qui me dit, monsieur, attendez, on ne va pas tout apprendre par cœur, on sait où trouver l'information, et j'ai toujours une calculette sur moi. C'est un peu embarrassant. Donc là, cette histoire de se dire, je sais où trouver l'information, c'est un truc qui ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe dans cette histoire. Si je peux trouver de l'information, c'est je sais ce que je cherche. Et pour savoir ce que je cherche, je dois savoir que l'information existe. Et pour savoir qu'elle existe, il faut que je la connaisse. Donc de croire qu'on peut retrouver de l'information alors qu'on ne la connaît pas, en fait, ça ne marche pas. C'est impossible de retrouver une information qu'on ne connaît pas. Et donc finalement, il y a besoin d'une connaissance encyclopédique assez massive pour pouvoir savoir déjà ce qu'on sait ou ne sait pas. L'étudiant en poisson rouge, donc je reprends mon histoire parce que c'était un peu la parenthèse ici. Mon poisson rouge ici, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai tout oublié. L'année universitaire passe, je reviens et souvent, après année, je reprends le cours, je rentre plus en détail. Et si c'est par exemple de la biologie moléculaire, ils ont eu un premier cours de biologie moléculaire, et à la rentrée, on fait les révisions, et les gens ils grattent, comme des fous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent déjà normalement. Si je ne le sais pas par cœur, ça veut dire que je suis incapable de faire la distinction entre ce que je sais déjà et ce que je ne sais pas. Ce qui veut dire que d'abord, il faut que je réapprenne tout, c'est extrêmement pénible, extrêmement fatigant, donc si on est un étudiant feignant, on a intérêt à éviter ça. Et c'est du coup très long à apprendre. Si je sais déjà ce que je sais, je ne fais qu'apprendre par différentiel. Donc la quantité d'informations à ingurgiter est extrêmement faible. À chaque fois, sachant déjà ce que je fais, je ne fais que rajouter la petite information supplémentaire que je ne savais pas, et je l'intègre dans une quantité de connaissances préexistantes. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais étudiant, j'étais quasiment toujours major en chimie organique de synthèse. Pourquoi? Parce que je comprenais rien. J'ai jamais rien compris à ce truc-là. Alors ça paraît un peu paradoxal. Mais tout simplement, comme je comprenais rien, je ne sais plus de comprendre. C'était incompréhensible.
Et j'ai commencé à tout apprendre par cœur, et en particulier les exercices et les TD. Et j'apprenais et l'énoncé par cœur, et le truc à la fin par cœur. J'apprenais tout. Et petit à petit, donc au début, c'est un peu bourrin quand même. Enfin, légèrement. Ça fait un petit peu... Et puis, ce qui se passe, c'est que quand on sait par cœur un certain nombre d'informations, je me suis rendu compte que je suis capable de recroiser des informations que les comprenants, alors que je suis le mal comprenant de l'histoire, ne peuvent pas comprendre. Je me dis, tiens, c'est marrant, parce que dans le 12e TD, celui qui arrive au 4e mois de formation, c'est le même catalyseur que dans le tout premier il y a 4 mois, et ça donne un truc différent. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a 2 mois, on a vu aussi ce machin-là, et donc on peut recroiser l'information, et là on commence à travailler sur de la synthèse, et on commence à comprendre ce qu'on est en train de faire. Et du coup, quand je suis face à un examen, en tout cas parce que moi c'était du très court terme, je voulais avoir des bonnes notes, j'avais pas besoin de réfléchir, je connaissais déjà les réponses. Et non seulement je connaissais les réponses à ce que j'avais fait, mais j'étais capable aussi de trouver des réponses à des choses que je ne savais pas parce que je suis intelligent, mais parce que je sais que statistiquement, ça pourrait être difficilement autre chose, puisque le catalyseur machin de l'exercice 1, 267 et 416 en cours, il donne toujours la même chose. Donc si je n'ai pas une connaissance encyclopédique, ça va être compliqué, et après évidemment, il va y avoir un problème de hiérarchisation. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas tous comme ici. C'est un chercheur qui s'appelle Pierre Golchen, qui est absolument exceptionnel. J'étais son voisin, donc ça c'est son équipe, il y a de nombreuses années. J'étais son voisin de palier quand j'étais au CNRS. Il a dans son bureau des milliers et des milliers de références scientifiques. Il les connaît, en tout cas c'est l'impression que ça donne, il les connaît par le titre, le nom de l'auteur, le matériel et méthode, les conclusions. Et donc quand on lui pose une question sur un sujet, qu'est-ce qu'il fait sur les 20 000 références qu'il connaît? Il fait une sélection des 500 les plus appropriées. Sur les 500 les plus appropriées, il va supprimer celles pour lesquelles le matériel et méthode il lui semble un peu douteux. Il en reste plus que 20. Sur les 20, il y en a 3 qui sont plus importantes, qui sont majeures, qui sont tout le temps citées. Il va regarder ça, il recroise l'information, il vous répond en 10 secondes un compactage de 20 000 articles. Bon, lui, ça lui prend 3 secondes, 4 secondes en tout. S'il fallait faire le poisson rouge, chercher l'information, il y en a pour à peu près 1 an et demi. Donc vous voyez que ça, à un moment donné, il faut savoir déjà. Et plus je sais de choses par cœur, plus c'est facile d'intégrer de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'en pourcentage de nouvelles connaissances, c'est quasiment rien. Alors, j'ai envie de m'intéresser à certaines techniques parce que on se dit c'est quand même difficile d'apprendre par cœur des trucs. Et puis on s'en rappelle pas forcément. Donc est-ce qu'on ne peut pas essayer de noter et de hiérarchiser toute cette information sans nécessairement avoir tout à retenir, donc en mimant un petit peu l'apprentissage par cœur. Et je vais vous dire quelques mots sur certaines techniques, et je vais parler du mind mapping d'abord. Alors, quand on m'a demandé d'intervenir chez TED, j'avais des idées comme ça en vrac, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Alors j'ai commencé à envoyer des idées dans tous les sens. Vous voyez, ça c'est la vitesse de ma réflexion. Vous l'avez en temps réel, c'est le temps que ça m'a pris pour préparer. Et donc les idées se déplacent. Certaines idées me paraissent au bon endroit, puis finalement je les mets ailleurs, puis je me dis tiens, c'est pas dans le bon ordre. Donc là, on est sur quelque chose qui est un peu globulaire, donc chacune des idées appartient à l'idée précédente. Pour un peu fixer les idées, je mets un petit contour avec une couleur en fond. Si on dit ça, c'est plus important. Et vous voyez que j'enlève des choses, j'en rajoute, je les déplace parce que ça, c'était en dessous, ça marche pas. Et je fais des tests et je déplace. Et au fur et à mesure que j'écris des choses, ou que je les déplace, comme ça ne me coûte pas très cher de les ramener au même endroit, eh bien, je peux assez facilement changer, enlever une idée, en rajouter une autre. Et bien entendu, pour l'instant, ce n'est pas dans une forme linéaire où j'ai ce que je raconte au début ou à la fin. Là, je suis juste en train de réfléchir à ce que je veux raconter et ce qui est plus important ou moins important. Bon, un peu de mise en page. Et là, vous voyez, je me dis, tiens, s'il faut raconter un truc, ça, c'est obligatoirement avant ça. Et puis, on a des modes. Alors ça, c'est un logiciel qui s'appelle Xmind et qui permet ensuite de passer sous un mode plan. Et toutes ces idées, je vais les réorganiser et choisir dans quel ordre je vais raconter ça. Et vous imaginez bien que vu la rapidité d'exécution, on peut très bien changer l'ordre des choses 5 minutes avant un rendu ou n'importe quoi d'autre. Alors, j'étais censé parler pendant toute la durée, mais je vois que je parle beaucoup plus vite que la vidéo. Donc là, ça me permet du coup de donner quelques éléments techniques. Donc sur la technique elle-même, on part d'une thématique centrale. Toutes les branches qui représentent des grandes idées. Le premier niveau d'une branche, c'est la thématique générale. Et la règle du jeu, c'est que chacune des informations qui appartient à la branche précédente doit appartenir à la catégorie d'informations correspondantes. Si j'ai des informations qui sont présentes à 2 endroits où il y a un lien logique, les liens logiques, je les indique par des flèches.
Après, on s'amuse sur la mise en page pour faire ressortir les idées. Vous voyez que si j'ai du fond de couleur et ce qu'on appelle des frontières, ça fait ressortir une idée par rapport à une autre. Et j'ai la possibilité également de pouvoir faire apparaître et faire ressortir des idées en mettant des niveaux de priorité ou de mettre ici des smileys qui, pour chacun, sera un code particulier. Et dans ce genre de logiciel, on va pouvoir également faire ressortir, par exemple, faire des filtres où seules les branches ou les cases qui sont notées par un 1, par exemple, vont s'afficher. Donc si je mets des thématiques différentes, je sors toutes les bulles correspondant à une thématique ou à une deuxième ou une troisième, peu importe où c'est différentes branches. Normalement, là, la vidéo c'est bientôt terminée, ce qui va me sauver la vie. Si je pensais, mais c'est pas grave, je peux l'arrêter en plein milieu. Ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez une journée là-dessus, vous pouvez revenir le lendemain, le surlendemain. Il n'y a pas besoin de relire ce qu'on a à faire, puisqu'on n'a rien écrit en réalité. On a marqué uniquement que des idées. Et ça, on peut utiliser ce genre d'application pour des notes qu'on prend sur un document. C'est-à-dire que si j'apprends quelque chose, ou en tout cas si je lis un bouquin, je peux au fur et à mesure que je le lis, le noter, mais non pas de façon linéaire, mais en organisant en fonction de ce que moi je juge être la hiérarchie des informations. Tiens, vous voyez ici, là j'ai mis un fond rouge parce qu'il semblerait que ça se soit plus important. En tout cas, au moment où j'y ai pensé, je le jugeais plus important. On va voir par exemple ici un étudiant en médecine qui a dû travailler sur tout ce qui est rythme cardiaque, arythmie. Alors il est passé, lui, il a fait les cartes à la main. Et il a passé un peu de temps à faire des cartes préparatoires. Il a tout remis dans une seule carte. Et ce qui est embêtant, c'est que quand on apprend dans un bouquin, il y a bien une première page, une dernière page, et les bouquins ne sont pas forcément construits de la façon la plus logique pour l'étudiant. C'est-à-dire que je peux très bien dire, là pour les 200 premières pages, c'est un cardiologue classique qui fait ça, il vous parle de ce que c'est que le rythme cardiaque, et puis les 200 pages qui suivent, c'est un spécialiste des arythmies. Et donc je vais avoir la définition du rythme cardiaque dans la première page, la définition de l'arythmie à la 200e page, sauf que je trouve pas ça très logique. Pour retenir la définition de l'arythmie, c'est tellement plus facile de les mettre côte à côte et de les comparer. Et donc dans ma logique d'apprenant, je me dis, ben voilà, moi je vais mettre ici ce que c'est qu'un rythme cardiaque, et je vais mettre le rythme et la définition du rythme normal dans la même branche que l'arythmie. Donc c'est côte à côte. Par le choix des couleurs, on va aussi pouvoir faire ressortir ces idées. Et quand je réapprends mon cours, plutôt que de prendre la première page du bouquin et de lire dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les premières pages sont toujours faciles. Donc on va de plus en plus vite, on voit des mots-clés, on sprint. Et qu'est-ce qui se passe quand on sprint, malheureusement? On ne voit plus rien. On a l'impression de savoir, en fait on ne sait rien. Donc j'ai besoin de retravailler l'information, et en particulier, j'insiste, le mot-clé c'est hiérarchiser l'information pour savoir ce qui est important ou pas important. Et évidemment, si je suis un étudiant et que j'ai révisé, j'essaie d'apprendre par cœur ma carte quasiment, et quand j'ai des QCM, je crois que c'est des QCM en médecine, si on me pose des questions sur les définitions, ah oui c'est en haut à droite sur fond jaune, et je peux m'en rappeler. Et la chose importante au-delà de l'apprentissage, c'est après l'examen, je reprends cet exemple-là. On oublie tout. Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas le cours? Parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de pages. Et si je reprends ça 15 jours après le cours, c'est pas que je l'ai oublié mon cours, c'est pas que j'ai oublié ce que je suis en train d'apprendre, c'est qu'il me manque le petit connecteur, le petit rappel. Donc en regardant ça 3 minutes, je me le remets en tête. Je laisse passer 3 mois, on est en juin, juste avant les vacances d'été. Bien sûr que j'ai pas envie de reprendre un bouquin de 400 pages, en plus j'ai plein de matières différentes. À ce moment-là, je jette un œil sur ma carte, ça me prend 3 minutes, je me remets tout ça en tête, je l'ai réappris une 3e fois. L'été passe, qui reprend ses cours fin août pour la rentrée? Personne. D'où le phénomène de l'étudiant poisson rouge. Donc si fin août, je me donne 5 minutes par matière et qu'en une page, je me remets en tête tout ce que je suis censé savoir, eh bien, finalement, j'ai plus tellement de choses à apprendre. Et année après année, je n'apprends que ce que je ne savais pas jusque-là. Donc là, on est sur des cartes à la main. Je vous en montre un autre exemple. Ce n'est pas forcément aussi sophistiqué. On peut gribouiller sur un bout de papier, et ensuite on entoure ce qu'on juge plus ou moins important. Comme moi, je suis très terre à terre, juste quelques astuces techniques pour les cartes faites à la main, parce que l'ordinateur c'est bien, mais on peut très bien les faire à la main. On écrit tout petit, on n'écrit pas trop gros parce que ça prend beaucoup de place. Et ce qui se passe, c'est que si ça, c'est votre page, et ça, c'est le rebord de votre page, quand on arrive au bout d'une page, sur le rebord d'une page, on arrête de réfléchir. C'est pas qu'on n'a plus rien à penser et donc on s'est arrêté, non, c'est le fait qu'il n'y ait plus de place sur le papier qui fait qu'on ne réfléchit plus.
Donc on écrit petit, dense, et on ne fait pas des grandes branches. Je ne rentrerai pas dans le détail. Alors certains pourraient critiquer ça en disant oui, mais il n'y a pas assez d'informations, il y a des choses plus importantes, il y a des fois du texte linéaire à noter. Eh bien ça marche à la main. Ici, je manque de place, je prends une case, et là j'ai une branche en particulier, et je vais là la prendre en note classique. Donc quelque part dans ma branche, je mets un petit 1, et puis je reprends en note classique. Ça n'empêche pas que j'ai toujours la hiérarchie de l'information. Ici un deuxième exemple, vous voyez, ça c'est un petit bout de carte, et tout le reste est pris des petites notes de prise de notes classiques linéaires. Alors, ça a des applications très simples, comme il y a des étudiants ici, c'est la fameuse rédaction du mémoire qui traumatise pas mal d'étudiants. Et je dis souvent, il faut une journée pour écrire un mémoire. Ça, en général, ça étonne pas mal. Oui, il faut une journée pour l'écrire. Donc, ce qui est important, c'est pas de l'écrire, c'est pas ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on raconte dans ce mémoire. Et donc on va tout simplement travailler son mémoire en recherchant, en hiérarchisant l'information. Et vous voyez qu'ici, j'ai le mémoire, c'est la thématique centrale. Autour, j'ai les grandes parties. Et dessous, vous voyez que j'ai plein de niveaux. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Imaginons qu'on n'a que le niveau 1 de titre, ça correspond à des titres. En dessous, c'est quoi? C'est le contenu des paragraphes. C'est qu'est-ce que vous allez raconter à l'intérieur. Et ça, peu importe la thématique. Si maintenant je m'intéresse à de la synthèse et que je lis beaucoup de bibliographie, une utilisation simple, c'est de se dire, j'ai un premier article, d'accord? Je note toutes les informations qui sont dans l'article, je mets une couleur pour l'article, je fais un deuxième article, j'ai fait la même chose avec le jeune, puis maintenant je le sauve sous un autre nom, et je prends les informations et je les recoupe derrière. Donc sur ce côté-là, c'est de l'information qui a été remélangée, et la couleur va donner la source de l'information. Mais on retrouvera l'information non pas en termes de type de titre d'article ou d'auteur, mais en fonction de l'information pertinente, et ensuite derrière, on aura les auteurs qui seront représentés par les couleurs. Technique suivante que j'avais développée parce que j'étais vraiment extrêmement feignant et il n'y avait pas d'informatique, et je pense que ça marche assez bien. La technique du cahier de maternelle, on achète un grand cahier, le plus grand possible, donc ça fait assez ridicule dans les amphis, puisqu'il dépasse dans tous les sens. Et on note que du côté droit. Et à chaque fois, uniquement et exclusivement du côté droit. Pourquoi? Parce qu'après, quand on reprend le cours dans la foulée, on ne note côté gauche que les choses importantes. Donc ça correspond à la même logique que la carte heuristique, sauf que s'il me manque un bout d'information, j'ai trop la flemme de le réécrire. Réécrire en définition, ça fait mal au poignet. Et alors du coup, j'ai la chose importante, définition de machin, et puis la définition est là. Et ce qui veut dire que, dans certains cas, vous notez mal, c'est-à-dire que c'est mal écrit, vous n'arrivez pas à vous relire. Dans ce cas-là, à ce moment-là, je réécris différemment. Vous voyez, ça c'est de l'information très linéaire, c'est moche, on n'arrive pas à se relire. Je le reprends, je le présente différemment. En l'écrivant, je l'apprends, et en même temps, j'ai une forme graphique qui est plus intéressante, et ça me permet, l'équivalent de Wikipédia, d'aller chercher sur Wikipédia ou n'importe où ailleurs, et de coller une information complémentaire. Donc ça fait quoi? C'est qu'ensuite, quand j'apprends, je n'apprends que les pages de gauche. À quoi apprendre des pages de droite, puisque l'information importante est à gauche? Donc là, c'est très dense, mais souvent, c'est ça. Ce qui veut dire que pour une page de notes, j'ai 2 mots à retenir, et donc dans les révisions, les 200 pages de cours, ça passe en 20 minutes. D'accord? Alors, j'accélère un petit peu. Méthode suivante. Ah oui, pardon, juste un détail. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un sommaire de ce que vous avez raconté pour trouver la bonne page de suite. Ça, c'est vraiment du détail. Et je vais vous parler de la technique du chronomètre, qui est la suivante. Souvent, on se dit, j'ai des examens, j'ai plein de matières, je vais apprendre un truc, et ça bute un peu, c'est un peu difficile. Alors on se dit, bon, c'est pas grave, je réviserai plus tard. Et puis on repousse et on repousse. Alors une possibilité, c'est de se mettre une pression telle qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que vous dites, je découpe mon programme en temps de tranche, je me donne par exemple 45 minutes pour apprendre ça, de telle heure à telle heure. Si à ce moment-là, si dans ces 45 minutes, je n'ai pas appris ce que je suis censé apprendre, je ne le reverrai jamais, je ne le saurai jamais. Donc ça devient une impasse. Donc j'ai pas le choix. Soit je l'apprends maintenant, soit je ne le saurai pas. Alors ça peut stresser certains, mais ça permet, par exemple, quand on est dans des grandes périodes de révision à la fac, de ne travailler que 5 heures par jour, quand les autres sont à 10 heures par jour. Donc vous arrivez aux examens bronzés, tandis que les autres sont un petit peu dans le style Twilight. Donc ça, c'est vraiment le fait de se dire, je n'ai qu'un seul essai pour apprendre quelque chose et le comprendre. Après, on a la technique du poster, qui est très utilisée plutôt par les scientifiques en général,
et ça c'en est un exemple, c'est ici le développement de cellules souches. S'il fallait que je lise les 200 articles qui décrivent ça, je m'ouvre de suite les veines. Et en fait, c'est un truc que les gens piquent beaucoup dans les bibliothèques universitaires, et je parle bien des chercheurs. Il y a des chercheurs qui piquent des trucs dans les journaux, dans Science, dans Cell, dans Nature. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un encart poster qui vous résume. Alors, ce n'est pas des petits formats A4, hein. Souvent, c'est du A2, et ils piquent ça pour pouvoir mettre ça sur leur bureau. Et du coup, quand ils ont besoin d'une information, ils vont chercher directement ce qui va les intéresser. Et donc là, c'est assez massif, il y a beaucoup d'informations, ça peut être parfois un peu plus léger. Là, c'est des processus de délivrance de gènes par des virus. Et généralement, les gens aiment bien parce que c'est très visuel. Donc il va falloir chercher des motivateurs internes pour pouvoir travailler. Et j'ai développé une méthode, par exemple, puisque je considère qu'il faut apprendre par cœur certaines choses. Je dois enseigner l'équivalent de 5 ans de fac en biologie moléculaire en 12 heures dans une école d'ingénieurs en électronique, puisqu'ils vont travailler dans les hôpitaux. Et j'ai développé le processus suivant, qui marche apparemment très bien. Je fais une demi-heure, 3/4 d'heure de cours. Ils ont ensuite 20 minutes pour l'apprendre par cœur. Ensuite, ils ont un QCM. Et on tourne pendant 2 jours. Pourquoi? Parce que si je ne connais pas par cœur ce que j'ai appris au début, je ne peux pas comprendre ce qui vient dans 2 heures. Si je n'ai pas compris les 4 heures que je ne les connais pas par cœur, je ne peux pas comprendre la suite. J'ai besoin de savoir par cœur ce que j'ai vu pour comprendre la suite. Sinon, c'est complètement superficiel et je ne retiens rien et ça ne veut plus rien dire. J'ai un trou de mémoire. Oui, une chose que j'ai également rajoutée, que j'ai inventée, qui marche aussi très bien, alors ça c'est plutôt pour ceux qui enseignent, je fais des examens où il y a une partie de l'examen sans document, et une partie à la fin où je vous laisse les documents tant que vous voulez, alors qu'il y a du par cœur. Pourquoi? Je dis aux étudiants, vous serez le seul à savoir si vous êtes un gros nul. Donc travaillez, vous faites ce que vous avez envie, c'est plus mon problème. Soit vous êtes des gros nuls, mais vous le saurez, soit vous ne l'êtes pas. Et je me suis rendu compte que comme les étudiants ont le choix de travailler ou pas, et qu'ils ont l'impression que le résultat sera le même, ils sont beaucoup plus motivés. Et en général, j'ai des étudiants qui travaillent beaucoup plus, sachant qu'ils seront les seuls à savoir s'ils sont nuls, si jamais ils sont notés. Et ça, il faut renvoyer vers toute la psychologie sociale. Il n'y a pas vraiment de conférence en ligne, quelque chose d'approchant. Alors si, il y a un psychologue qui s'appelle Cialdini qui a parlé de ça, qui est assez facile à lire. Il y a Joule en France qui a publié là-dessus, dans le bouquin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Petit traité de manipulation pour honnêtes gens, ou un titre approchant, qui est écrit dans un langage un peu très universitaire, mais qui est très... Il y a un problème de hiérarchie de l'information, d'organisation de l'information, plus que de quantité, mais il faut une quantité minimale pour savoir ce qu'on sait déjà ou pas. Et finalement, je conclurai ici en vous disant que premièrement, il faut hiérarchiser, il faut apprendre par cœur, ça c'est 2 éléments clés, et de l'autre côté, au niveau technologie, il faut débrancher réellement les téléphones portables et pas essayer de se dire comment je vais réussir à tricher avec le prof pour qu'il ne me voit pas. En plus, dans les amphis, ils sont tous comme ça, c'est pas fermé, donc on vous voit. Hein. Et en plus, il y a une tête à SMS, hein. Il y a une tête spéciale SMS, c'est toujours comme ça. Pourquoi? Ou alors ceux qui oublient et puis qui ne voient pas bien l'écran et qui lèvent le téléphone comme ça. Alors ils font ça mais avec l'écran. Bon. Donc trouvez les raisons pour lesquelles vous apprenez, et si vous ne savez pas, si vous êtes dans le cursus, alors pour ceux qui ne savent pas et que c'est des formations qu'ils ont choisies, normalement si ils ont choisi, ils savent pourquoi, et si vous, étudiants, vous ne savez pas pourquoi vous l'apprenez, il y a quelqu'un qui sait pour vous. Donc plutôt que de vous dire pourquoi on fait faire ça, je ne vois pas à quoi ça sert, apprenez-le par cœur, vous verrez plus tard, c'est exactement ce que j'ai fait sur la chimie organique de synthèse. Je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, mais au bout d'un moment, quand je le sais, ah bah tiens, après coup, je comprends. Je vous remercie.